va parler de 5 vérités. À la fin de chaque vérité, vous allez pouvoir me poser toutes vos questions. Et moi, si vous n'avez pas de questions en tête, automatiquement, moi, je prendrai le lead sur un petit côté questions-réponses, potentiellement sur des choses que vous n'aurez pas compris. Le live doit durer 1 heure, donc on fait en sorte que ça dure 1 heure et on est parti. Donc, on va commencer avec quelque chose d'important. C'est si je vous demande comment on perd du gras aujourd'hui, 99% d'entre vous vont me dire qu'il faut faire un déficit calorique. Hein, c'est ce qu'on va dire automatiquement. On fait un déficit calorique, on fait plus de sport. Aujourd'hui, on va aller beaucoup plus loin dans ce débat-là. Finalement, c'est pas que comme ça que ça fonctionne. Si c'était comme ça que ça fonctionnait, beaucoup de personnes pourraient perdre du poids et notamment du gras. On va parler d'autres choses. Il faut savoir que les gens, depuis 30 ans, sont conditionnés avec des messages simplistes, hein, comme ce message-là de baisser l'apport énergétique et faire plus de sport. Mais il y a des études restrictives qui ont été faites sur une population qui montrent que le corps s'adapte au déficit en quelques semaines seulement, en réduisant son métabolisme de base de 15 à 30%. Pardon, c'est ce qu'on appelle l'adaptation métabolique. Et en gros, ça veut dire que le corps va toujours avoir tendance à survivre à ce que vous mettez en place. Donc ça, c'est un point hyper important et on va débunker ça aujourd'hui. En gros, on a un effet qui s'appelle l'effet Dunning-Kruger. Je ne sais pas si vous connaissez, hein, vous pouvez dire en commentaire si vous connaissez cet effet-là. Mais en gros, il décrit que les individus ayant une connaissance partielle d'un sujet surestiment massivement leurs compétences. En gros, je vais vous donner un exemple simple. Je vais accepter en même temps une personne qui arrive en retard. Salut Théo, j'espère que tu vas bien. On va parler de quelque chose de très simple sur cet effet Dunning-Kruger qui est, vous allez aller sur les réseaux sociaux, vous allez regarder 5, 6, 7 posts sur le jeûne intermittent et à partir de là, vous pensez avoir tout compris sur le jeûne intermittent. Et en réalité, ça fait l'effet inverse. Vous pensez avoir compris alors qu'en réalité, toutes ces informations vont vous donner une fausse information. Donc, la vraie expertise en nutrition, c'est de savoir à quel point c'est complexe. Et lors de ce live, je ne vais pas vous donner une règle de plus à appliquer, mais surtout, je vais vous montrer comment penser différemment. Est-ce que déjà, il y a des questions sur cette introduction ou pas du tout? Vous pouvez soit lever la main, soit activer votre micro directement par rapport à ce que je viens de dire. Je vous laisse quelques secondes. Non, c'est bon. Il n'y a pas de questions. Ok, allez, on est parti. Je vais vous partager mon écran juste ici. Ça sera mieux. Hop, en diapo. Vous me dites si vous voyez bien mon écran avec un pouce. C'est bon pour tout le monde. Gab, je vois ton écran. Parfait. Allez, tu penses savoir t'alimenter, mais non, les vérités contre-intuitives que personne ne vous dit. L'effet Dunning-Kruger, c'est ce que je viens de vous dire juste un instant. On est parti. Voilà, juste après. En gros, la première vérité, c'est le modèle énergétique contraint, donc l'illusion du cardio. Hermann Pontzer, donc je vais vous donner à chaque fois des noms des personnes qui ont fait des études. Donc Hermann Pontzer, anthropologue à l'université de Duke, a étudié pendant plusieurs années les Hansas de Tanzanie. En gros, c'est l'une des dernières populations de chasseurs-cueilleurs au monde. Et avec des capteurs de mouvement et des traceurs isotopiques, finalement, il a mesuré leurs dépenses caloriques sur la journée. Donc, on aura tendance à dire que vu que c'est des chasseurs-cueilleurs, ils faisaient entre 15 000, 20 000, 25 000 pas par jour. Ils couraient, ils cueillaient, etc. On aura tendance à dire qu'ils consommaient beaucoup d'énergie. Et finalement, ils ont vu qu'ils consommaient entre 2000 et 2600 calories par jour, soit exactement ce que dépense un Européen sédentaire. Donc ici, c'est ce que je viens de mettre, 2500 calories par jour. Ce phénomène s'appelle le modèle de dépense énergétique contrainte. En gros, l'idée centrale, c'est que le corps humain a une enveloppe totale de dépenses énergétiques, caloriques, qui est relativement fixe. Quand on augmente l'activité physique, le corps compense en réduisant d'autres postes de dépenses. Et les postes de dépenses, ils sont juste ici. On va avoir en premier ce qu'on appelle le NEAT. Donc, c'est tout ce qui est mouvement du quotidien. Hein. C'est quand vous allez au travail, quand vous travaillez, quand vous faites des mouvements un peu comme moi. Donc, ça, c'est une dépense quotidienne. Des mouvements quotidiens, on peut aussi appeler des mouvements involontaires. On va avoir aussi une légère baisse de la température corporelle de corps de base,
un ralentissement de certaines fonctions immunitaires et digestives, mais aussi une diminution de la production hormonale, notamment la testostérone ou l'œstrogène pour les femmes. Donc ça, c'est des points hyper importants. En gros, on peut définir ça, j'ai trouvé ça intéressant, c'est que votre corps est un comptable radin avec un budget fixe. Si vous dépensez plus dans un poste, il coupe dans les autres. Donc c'est ça qui est hyper important. En gros, vous ne pouvez pas forcer la perte de gras par l'épuisement cardiovasculaire seul. Donc, concrètement, si vous voulez compenser un repas familial ou un gros burger que vous avez mangé le week-end ou quoi que ce soit, ça sert strictement à rien de le compenser avec une séance cardio intensive parce que le corps va s'adapter et il ne va pas forcément détruire les calories que vous venez d'ingérer. Ok ? Et donc ça, c'est hyper important. Le cardio, par contre, reste pertinent pour la santé cardiovasculaire et la santé mentale. Mais le penser comme un brûleur de graisse mécanique est une erreur de paradigme. Ok ? Donc ça, c'est un point hyper important. N'allez pas faire du cardio juste pour dépenser ce que vous avez mangé. Allez faire du cardio dans un point de vue de santé globale plutôt qu'une perte de calories fonctionnelles à proprement parler. Ok ? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette première vérité déjà ou pas ? Est-ce que vous saviez ou pas du tout ? Vous pouvez poser des questions, hein. C'est maintenant. Vous pouvez allumer votre micro ou mettre un commentaire directement. C'est bon pour tout le monde? Ah, si, oui, Théo, je t'écoute. Tu peux allumer ton micro si tu veux. Hop. Ah, j'ai pas de micro. C'est pas grave, vas-y, pose-moi la question directement dans le chat. Il n'y a pas de souci. On t'écoute. Le travail fait partie du NEAT. Exemple, si on a un travail physique. Oui, le travail peut faire partie du NEAT. Alors, ça va dépendre comment tu vas le calculer au départ. Soit tu vas intégrer ton travail personnel dans le NEAT, soit tu ne l'intègres pas au départ. Et du coup, ça sera des calculs différents. Mais on peut intégrer le travail comme le NEAT, hein, ou pas. D'accord? C'est juste un coefficient qu'on va rajouter ou enlever. Il y a plusieurs formules qui existent par rapport à ça. Il y a des formules qui vont intégrer le travail dans le NEAT et il y a d'autres formules qui ne vont pas l'intégrer. Okay? Donc après, ça dépend quelle formule tu vas utiliser et surtout, toujours prendre la même formule au fur et à mesure de ton suivi de ton côté. Okay? J'espère que c'est clair pour toi. Mais en gros, on va dire aussi, le cardio ne fait pas maigrir. Pourquoi les gens font beaucoup de sport, qui font beaucoup de sport sont souvent minces? Alors déjà, c'est quelque chose, ça c'est des questions que j'ai vu passer. Alors déjà, c'est faux. Les gens qui font beaucoup de sport sont pas souvent minces. Ça, c'est quelque chose qui est hyper important. Mais en gros, qu'est-ce qui se passe? Pour faire simple, généralement, les personnes qui font beaucoup de sport vont faire plusieurs disciplines en même temps. Vont faire de la musculation, mais vont aussi soit marcher, soit faire un peu de cardio, ou des personnes vont faire du vélo, mais aussi de la natation, etc. Et en gros, ils vont faire aussi attention à leur alimentation de manière générale. Donc, c'est pas seulement un sportif qui va faire du cardio, qui va perdre du gras ou quoi que ce soit, c'est l'ensemble des choses qu'il met dans son quotidien qui vont faire qu'il va perdre du poids ou quoi que ce soit. D'accord? C'est pas une généralité. Quand vous avez une personne qui dit je fais du cardio, en réalité, il fait pas que du cardio, il fait plein d'autres choses autour. Voilà. J'espère que c'est clair pour tout le monde pour cette partie. On commence tranquillement, on va aller de plus en plus loin, vous allez voir, et des choses de plus en plus complexes. La deuxième vérité, c'est la matrice alimentaire. Toutes les calories ne se valent pas, c'est ce qu'on appelle l'impôt calorique. En gros, il existe un concept qui s'appelle l'effet thermique des aliments, ce qu'on appelle le TEF. Et c'est la quantité d'énergie que le corps dépense pour digérer, absorber et métaboliser ce que vous mangez. Et ce n'est pas identique pour tous les macronutriments. Donc, je rappelle les macronutriments, protéines, glucides, lipides. L'effet thermique pour les protéines, on est entre 20 et 30%, 5 à 10% pour les glucides et 0 à 3% pour les lipides. Et je vais vous donner un exemple concret tout de suite avec une amande et des aliments ultra transformés. En gros, une amande entière,
ou de la poudre d'amande ont le même profil macronutritionnel, mais avec des effets physiologiques radicalement différents. En gros, dans l'amande entière, les lipides sont encapsulés dans des parois cellulaires végétales et le corps doit travailler pour les extraire. Il y a une étude de l'USDA qui a montré que l'organisme n'absorbe que 68 à 80% des calories théoriques des amandes entières. À l'opposé, les aliments ultra transformés, comme des biscuits, des céréales de petit déjeuner, des pains de mie industriels, etc., sont déjà mécaniquement et chimiquement prédigérés avant même d'entrer dans votre bouche. Et donc, en gros, leur TEF, l'effet thermique, qu'on a parlé juste avant, est minimal. Donc, les 200 calories qui vont arriver dans le sang, les 200 calories vont arriver dans le sang directement sans cette phase d'extraction comme pour l'amande. Donc, en gros, compter ces calories n'est qu'une forme partielle des choses. C'est comme regarder l'étiquette d'une maison sans voir dans quel état elle est. Donc, je trouvais ça intéressant comme paradigme. Donc, le concept de charge glycémique vs le concept de charge glycémique est un concept ultra important. Pour les personnes qui ont suivi la formation Level Up Transform et qui sont à la phase 2, il y a un point très important dessus. Charge glycémique et index glycémique. L'index glycémique vous dit à quelle vitesse un aliment fait monter la glycémie. Contrairement à la charge glycémique, vous dit dans combien de temps elle monte réellement. Donc, par exemple, une pastèque à index glycémique élevé va avoir une charge glycémique faible. Ce sont deux informations différentes que la majorité des gens confondent. Donc, prenez toujours en compte l'index glycémique, mais aussi la charge glycémique qui va être plus importante que l'index glycémique. OK ? Donc, vraiment, ça, c'est un point ultra important qu'il faut considérer lorsque vous prenez des aliments. Si vous prenez des aliments, on va dire ce qu'on appelle des aliments bruts, vont avoir un effet sur le corps et sur l'organisme beaucoup plus intéressant de par ces mécanismes d'effet thermique que des aliments ultra transformés qui vont être directement ingérés par le corps et vont directement entrer dans votre sang. Et ce qui est entré dans votre sang va avoir des effets plus ou moins positifs et négatifs sur la prise de poids ou la perte de poids. OK ? Est-ce qu'il y a des questions sur cette Pardon, je vois des questions qui arrivent en même temps. Oui, Théo, je t'écoute. Alors, Jérôme, Laure demande si on mange un burger avec l'emballage, est-ce que tu penses que c'est mieux que sans? Avec l'emballage? Parce que… Ok, je crois que j'ai compris. Ouais, je crois que c'est une joke. Ouais, je pense. Essaye, tu verras ce que va te donner, ce que va te dire ton corps et tes selles après. Je pense que c'est pas ouf, mais je vois la blague. Non, à proprement parler. Donc j'espère que c'est un point important à celle qui a écrit. Je n'assume rien en ce message. Laure, sois sérieuse un petit peu. C'est un point important. Est-ce que tu connaissais le TEF ou pas du tout? Non, sérieux. Est-ce que vous connaissiez le TEF? Vous pouvez répondre, hein, vous pouvez activer votre micro. Gab, est-ce que tu connaissais, toi? Ouais. Vraiment hyper important de creuser cette chose-là. Je vais vous donner un petit peu des éléments que j'ai notés en mode question-réponse. Là, une question qui va arriver souvent, c'est en gros, le comptage des calories sur Yazio, MyFitnessPal ne servent à rien. En gros, elles vont servir, mais elles vont donner qu'une approximation de ce que vous ingérez et ce que votre corps surtout va assimiler. Donc, ça va aider au départ à vous dire, OK, j'apprends que cet aliment va me donner tant de macronutriments et tant de micronutriments. Macronutriments, protéines, glucides, lipides, micronutriments, c'est tout ce qui est, comment dire, je perds les mots. Micronutriments, tout ce qui concerne les… je perds mes mots. Help me. Vitamines et minéraux, merci Théo, exactement. Tout ce qui est vitamines et minéraux, mais ne va pas vous donner exactement ce que vous ingérez directement dans votre corps. OK ? Deuxième chose, les fibres, c'est si important que ça. Oui, les fibres vont avoir un rôle ultra important
dans votre alimentation, elles font des choses ultra importantes. Notamment, elles vont ralentir l'absorption des glucides, elles vont avoir un effet tampon. Donc, en gros, je vous donne un exemple. Vous mangez une pizza. On va prendre un exemple. Alors, vous allez manger une pizza. Si vous ajoutez des fibres à côté de la pizza, eh ben, il va y avoir un effet tampon de l'absorption des glucides, principalement des glucides, mais aussi des lipides, mais principalement des glucides, dans votre corps, ce qui fait que cet effet tampon va permettre de moins avoir de conséquences sur la lipogénèse ou la glycogénèse. Donc, ça veut dire le stockage des glucides et des lipides dans votre corps, pour faire simple. OK? Donc, ça, vraiment hyper important concernant les fibres. Et il y a une troisième question, c'est les amandes sont quand même gras, est-ce qu'il faut quand même en manger beaucoup? Oui, les amandes, c'est une source de lipides grasses, mais c'est une source surtout majoritairement insaturée, ce qu'on appelle des lipides insaturés. Donc, ils sont très bons pour le cœur, ils sont anti-inflammatoires, et de plus, leur matrice fait que vous n'absorbez pas tout, comme on a vu juste avant. Donc, vous allez absorber vraiment tout ce qui est important. Une poignée d'amandes de 30 grammes et une collation bien plus intelligente qu'un yaourt aromatisé 0% matière grasse qui va être chargé en sucre ajouté qu'on parlera juste après. OK? Donc voilà, tous ces éléments qui sont hyper importants. On va passer à la suite. L'horloge, est-ce que c'est ça? Oui. Oui, non, voilà. L'horloge périphérique des muscles. En gros, on va parler ici de la chrononutrition. Vos cellules savent quelle heure il est. Alors, il y a un prix Nobel qui a été attribué en 2017 à 3 chercheurs américains pour la découverte des mécanismes moléculaires qui contrôlent les rythmes circadiens. En gros, ce n'est pas anodin. Le corps entier fonctionne selon des horloges biologiques et vos muscles en ont une. En gros, je vais lire un petit peu mes notes parce que là, on rentre dans un truc un peu plus complexe. Essayez de bien comprendre ce que je dis. Si vous avez des questions, vous pouvez me ralentir, vous pouvez me poser des questions directement. En gros, les cellules musculaires expriment des gènes d'horloge. Ces gènes régulent la sensibilité à l'insuline, le métabolisme du glucose et des acides aminés dans le muscle en fonction de l'heure de la journée. Et des études sur des modèles d'animaux et d'humains ont montré que la sensibilité à l'insuline musculaire est plus élevée le matin et en début d'après-midi, la tolérance aux glucides diminue en soirée et que la synthèse protéique musculaire réagit différemment selon le moment de la journée et selon l'état de fatigue du système nerveux. En gros, en pratique, qu'est-ce que ça signifie? C'est que la fameuse fenêtre anabolique dont on parle de 30 minutes post-entraînement est une simplification marketing. Ce qui compte vraiment, c'est la distribution des protéines sur 24 heures, au moins 3 à 4 prises de 30 à 40 grammes d'une source riche en leucine. Donc, leucine, c'est un acide aminé des protéines. Donc, une chaîne d'acides aminés forme une protéine. Donc, leucine, c'en est une. Pour maximiser la synthèse protéique. Et l'alignement de vos glucides avec vos moments de plus haute sensibilité à l'insuline. Je vais contextualiser tous ces éléments. En gros, on va dire souvent, mange pas de glucides le soir, prends un bon petit déjeuner parce que c'est le repas le plus important de la journée, prends ton shaker après ton entraînement. Vous voyez, ça, c'est des choses que vous avez souvent entendues. Mais en réalité, ça marche pas comme ça. En gros, il y a ce qu'on appelle la chrononutrition, c'est l'horloge de vos muscles, qui va faire qu'en fonction de comment est organisée votre journée, entre le moment où vous vous réveillez et le moment où vous allez vous coucher, si vous avez une activité physique ou non dans la journée, bah, votre corps va comprendre finalement comment est votre horloge. C'est comme le moment où votre corps est fatigué pour aller vous coucher le soir et le moment où vous allez devoir vous réveiller le matin. C'est exactement le même système, mais dans votre corps pour l'assimilation des macronutriments et des micronutriments. Et donc, en gros, des études ont montré que il y avait une sensibilité à l'insuline maximale le matin, donc c'était le meilleur moment pour les glucides, donc d'avoir un repas riche en protéines et glucides le matin avait des meilleures répercussions sur votre corps, qu'à 14 heures, la sensibilité à l'insuline est bonne, mais vaut mieux avoir une dose de glucides modérée autour de l'entraînement. C'est-à-dire que, par exemple, si vous vous entraînez à
je dis n'importe quoi, 17h, 18h, vaut mieux avoir une petite source de glucides, d'accord, pas une grosse source de glucides le midi, parce qu'il y a une plus grosse sensibilité, enfin une bonne sensibilité à l'insuline. Mais par contre, le soir, vous avez une sensibilité à l'insuline plus faible. Donc, c'est-à-dire que les glucides vont être stockés en priorité. Et là, j'attends quand même pas mal de vos questions, parce que j'ai les réponses, bien sûr. Alors, vous allez avoir des questions, j'imagine, par rapport à ce que je viens de vous dire, parce que ça change un petit peu ce dont on parle assez souvent et surtout ce qu'on entend ces dernières années. Manger quand vous voulez, de toute façon, c'est que les macronutriments qui comptent. Il faut manger ça le soir et pas le midi. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tous ces éléments? Si on s'entraîne le midi, comment alors Jérôme, si on s'entraîne le midi, comment faire pour optimiser le déjeuner, etc. Quand manger les glucides? Ok. Et donc c'est ça qui va être important. Merci Jérôme pour ta question, parce que en gros, tout va se passer autour de l'entraînement. En gros, si vous décidez de vous entraîner, par exemple, à 14 heures, vous allez vous dire, ouais, mais vu qu'on a une sensibilité à l'insuline bonne, il ne faut pas que j'ai une grosse source de glucides, mais j'ai quand même besoin d'énergie pour effectuer ma séance. Mais c'est là que chaque séance n'est pas équivalente. Une séance bas du corps va être beaucoup plus importante et va consommer beaucoup plus d'énergie qu'une séance haut du corps. Une séance de cardio intense va consommer beaucoup plus d'énergie qu'une séance d'endurance fondamentale ou de cardio léger, etc. Donc finalement, comment organiser votre journée? Il faut l'organiser en fonction des jours, ce qu'on appelle on et des jours off. Donc jour on, c'est jour avec entraînement, jour off, c'est jour sans entraînement, mais aussi l'organiser autour de votre entraînement et de ce que contient votre entraînement. On va faire une journée type assez simple. Je me lève le matin pour aller travailler. Donc, le matin, on voit qu'il y a une sensibilité à l'insuline maximale, meilleur moment pour les glucides. Donc, je vais avoir une bonne source de protéines, parce qu'on a vu que les protéines, il fallait avoir 3, 4, 5 doses par jour de 30 à 40 grammes. Donc, automatiquement, il faut des protéines le matin. Donc, je vais prendre une source de protéines, mais je vais aussi avoir tendance à prendre une bonne source de glucides, parce que c'est là le meilleur moment pour l'assimilation des glucides. Après ça, je vais faire ma journée. Et le midi, je vais devoir manger. Soit je vais avoir une séance dans les 2 heures après le repas du midi. Et du coup, à partir de là, je vais voir quel type de séance c'est. Si c'est une séance, comme je l'ai dit, haut du corps ou peu énergivore, bah, je vais limiter l'apport de glucides. Donc, privilégier une source de fibres, une source de protéines, toujours comme on a vu, et avec une petite dose de glucides. Si c'est une séance très énergivore dans les 1 heure ou 2 heures après le repas du midi, je vais pouvoir avoir une grande source de glucides pour faire le stock de glycogène et pour avoir l'effort, les ressources nécessaires pour l'effort qui arrive. Soit je n'ai pas de séance dans les 1 heure ou 2 heures après mon repas. À partir de là, je limite les glucides fortement. Et si j'ai ma séance qui arrive vers les coups de 18h ou 19h, et ben à partir de là, encore une fois, si c'est une séance très énergivore, je vais ajouter à ma collation une source de glucides importante pour avoir les ressources nécessaires et les réserves nécessaires. Si c'est une petite séance, bah, je limite l'apport en glucides, même pas forcément besoin d'avoir une source de glucides. Et du coup, le soir, je vais limiter les glucides fortement, surtout les grosses doses de glucides, parce qu'on a vu qu'il y a une sensibilité à l'insuline faible. Okay. Par contre, pour les personnes qui vont s'entraîner tard le soir, que ça soit à 22h, 23h, bah, automatiquement, ils vont quand même réingérer des glucides. Donc, en fait, vous avez vu, c'est une horloge en fonction de votre planning et en fonction des jours d'entraînement et du type d'entraînement. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, ça? Je ne vous vois pas tout le temps, en fait. Je suis obligé de changer de page à chaque fois. C'est ça. Et si tu t'entraînes avant de manger, tu mets plus de glucides au petit-déj. Exactement. Alors, ça dépend encore une fois de ta séance, Jérôme. Si tu as une grosse séance énergivore, tu pourras rajouter plus de glucides au petit-déj ou notamment à ta collation. Tu peux très bien petit-déj le matin, manger normalement et avoir une collation 1 heure avant ta séance avec une grosse source de glucides si tu as une grosse séance. Si c'est une séance haut du corps ou peu énergivore, bah, à partir de là, tu limites la source de glucides. OK?
Travaillez autour de vos séances. Ok, comme Gabriel, il est en train de manger actuellement. Une bonne source de glucides, si je ne me trompe pas. Enfin, bonne. Bonne pour le goût, pas bonne pour l'organisme. C'est ça, hein? Ah, des dates. Très, très bien, les dates. Ah, ça, tu vas parler de bonbons tout à l'heure. Théo, quand j'ai une séance à 18h30 et que je veux et que je peux me faire pardon, et que je peux pas me faire de collation, comment je peux faire? Alors là, c'est une question d'organisation. C'est vraiment toujours une question d'organisation. Préparer ta collation, c'est-à-dire en sortant du travail. euh, donc, avoir préparé la veille, par exemple, un fruit avec une source d'oléagineux, donc des amandes, des noix ou quoi que ce soit. Voilà, ça, c'est quelque chose qui s'organise. Par contre, si tu peux vraiment pas prendre cette collation-là, bah, à partir de là, c'est juste que ta séance sera peut-être pas optimisée. Donc, il y a pas de magie, hein, c'est-à-dire que tout se passe autour de l'alimentation pour optimiser ces séances de sport. Donc, automatiquement, si tu te mets toi-même des bâtons dans les roues parce que tu n'as pas pu préparer ta collation ou parce que tu peux pas en manger, bah, à partir de là, voilà, on peut pas compenser à d'autres moments dans la journée. C'est pas possible. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est pas en mangeant plus de glucides le midi que tu vas compenser ces stocks de glycogène parce que finalement, ces stocks vont être assimilés durant la journée avec les mouvements que tu vas faire. OK? Voilà, Théo, j'espère que c'est assez clair. Ah, c'est bien, vous commencez à être un peu plus dedans là, c'est cool. Ok, on va passer à la quatrième vérité. On avance en même temps. Très important. Donc ça, c'est un élément ultra important. Restez maintenant à fond sur le live parce que là, on va parler de choses encore très concrètes. En gros, le sucre ajouté, ce n'est pas ce que vous croyez qui vous fait grossir. Donc, ce que les gens croient, c'est que le sucre fait grossir parce qu'il apporte des calories vides. La vraie raison, c'est que le sucre ajouté, et plus précisément le fructose qu'il contient, fait grossir parce qu'il désactive les signaux de satiété et reprogramme votre cerveau pour en vouloir toujours plus. Attendez, là vous allez me dire, oui, oui, ça je sais. Non, non, tout ce que je vais t'apprendre tout de suite, tu ne le sais pas. C'est un mécanisme neurologique et hépatique, pas juste une histoire de calories. En gros, l'explication scientifique, c'est que le sucre de table, le saccharose, et le sirop de glucose fructose sont composés à 50% de glucose et 50% de fructose. D'accord? Ces deux molécules ont le même nombre de calories, mais elles empruntent des chemins métaboliques radicalement différents dans votre corps. En gros, le glucose, il peut être utilisé par toutes les cellules du corps. Il va stimuler la sécrétion d'insuline et de leptine. Alors, la leptine, c'est l'hormone de la satiété. Donc, en gros, dès que vous mangez, bah, au bout d'un moment, il y a la leptine qui va être sécrétée pour vous dire, OK, j'ai plus faim. Et le fructose va être métabolisé uniquement, enfin exclusivement plutôt qu'uniquement par le foie, ne stimule ni l'insuline ni la leptine de manière significative et ne déclenche pas la suppression de la gréline, donc c'est l'hormone de la faim. En gros, là, tous ceux qui n'ont pas mangé, tous ceux et celles qui n'ont pas mangé, là, il y a l'hormone de la gréline qui fait coucou, coucou, c'est moi, j'ai faim. Donc c'est cette hormone-là qui est en train d'être sécrétée. Et donc aussi, votre cerveau pour le fructose ne reçoit jamais le signal de satiété. Donc en gros, vous pouvez boire 600 calories de soda et avoir encore faim 20 minutes après. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est de la biochimie. Le fructose a littéralement contourné le système d'alarme de votre cerveau. Et c'est pas tout. En gros, quand le foie est submergé de fructose, il déclenche la lipogénèse de novo. C'est ce que j'ai marqué là, juste en dessous. En gros, il convertit l'excès de fructose directement en triglycérides. Ce sont les graisses qui s'accumulent d'abord dans le foie, puis dans le sang et autour des organes. Donc, la graisse viscérale. Il y a des chercheurs comme Robert Lustig, endocrinologue pédiatrique à l'Université de Californie à San Francisco, qui appelle le fructose ajouté, alors attention mon anglais, the dose that makes the poison. En gros, ces travaux ont montré que le foie métabolise le fructose en excès de manière quasi identique à l'alcool, avec les mêmes conséquences hépatiques à long terme. Donc ça, c'est un point hyper important.
ok, dites-vous que ça a des conséquences sur votre corps autant qu'une personne qui boit de l'alcool. Ici, on va voir 56 noms cachés de sucre que vous avez dans les produits que vous consommez. En gros, l'industrie alimentaire a compris que les consommateurs fuient le mot sucre et du coup, ils vont renommer le mot sucre avec plein d'autres termes. Sirop de glucose fructose, dextrose, maltose, saccharose, concentré de jus de fruits, nectar d'agave, sirop de riz, sirop d'orge maltais, mélasse, ainsi de suite, vous les voyez à l'écran. En gros, dès que vous voyez ça sur un produit, c'est qu'il y a du sucre. C'est un dérivé du sucre. Donc, en gros, là, je suis sûr, vous pensez avoir éliminé le sucre de votre alimentation parce que vous n'achetez plus de bonbons, mais vous mangez du pain de mie industriel, des sauces tomates en bocaux, des yaourts nature de commerce, des soupes en briques ou des plats préparés allégés. Et du coup, vous consommez du sucre ajouté à chaque repas sans le voir. Alors, j'espère que ce n'est pas votre cas à vous, mais en tout cas, les personnes qui regarderont ce live par la suite, j'espère que vous comprenez cet élément ultra important. Faites attention à ce que vous mettez dans votre corps et surtout faites attention aux étiquettes parce que l'industrie de l'agroalimentaire vous ment tous les jours. Une chose hyper importante, c'est que le détail assassin sur les produits allégés, en gros, quand les industriels retirent des graisses, alors ça c'est important, retirent des graisses pour les rendre light, ils doivent compenser la perte de texture et de goût. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont le compenser avec du sucre. Et souvent, des épaississants ultra transformés. Par exemple, le yaourt 0% aromatisé contient en moyenne 3 à 4 fois plus de sucre ajouté qu'un yaourt entier nature. Donc ça, vraiment hyper important. Les trucs allégés, n'y allez pas. Ok? C'est danger, danger, danger. Et donc, il y a des études en neuroimagerie qui ont montré que la consommation de sucre activait le noyau accumbens, le centre de la récompense dans le cerveau. Donc, le noyau accumbens, c'est le centre de récompense dans le cerveau. De manière similaire à certaines substances addictives. En gros, chaque prise de sucre libère de la dopamine, mais le problème, c'est qu'avec la répétition, le cerveau désensibilise ses récepteurs à la dopamine. Donc, il faut alors plus de sucre pour obtenir le même effet de plaisir. C'est le mécanisme classique de la tolérance. Donc, en gros, plus vous mangez de sucre, plus vous mangez de sucre. Et plus vous mangez de sucre, plus vous mangez de sucre. Parce que automatiquement, quand vous avez une tendance à manger beaucoup de sucre, votre corps va avoir tendance à vouloir encore plus de sucre parce qu'il ne va pas ressentir les effets que vous avez mangé du sucre, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie ? Que c'est clair déjà. J'essaie d'être clair. C'est pour ça que j'ai beaucoup de notes, parce que je sais que si j'ai pas mes notes à côté, je vais partir en cacahuète et le live va durer 4h30, que je vais trouver mes mots. Ça stimule la gréline, du coup, c'est... Hein? Attends, ça stimule la gréline, du coup, c'est ça. De quoi, Théo? J'ai pas compris ta question, excuse-moi. Excuse-moi, si tu peux m'éclaircir sur ta question. Et après, je vous donnerai des... Quand tu dis que quand on mange du sucre, ça donne envie de manger du sucre. Quand tu dis que quand on mange du sucre, ça donne envie de manger du sucre. Non, c'est pas. Voilà, on va avoir une sécrétion de gréline, c'est ça, mais c'est pas que ce mécanisme-là. C'est plus un mécanisme neuro. Donc là, c'est vraiment physiologiquement à partir du cerveau que il se passe des choses. Donc, en gros, à la fois la sécrétion d'hormones, mais aussi ce qui se passe au niveau neurologique va faire que plus tu vas manger de sucre, plus tu vas avoir envie de sucre. Ok ? Est-ce que c'est clair? D'accord, c'est clair du coup. Il y a aussi un point hyper important, c'est qu'on va souvent vous dire les fruits, c'est du fructose aussi, donc c'est dangereux. Non, c'est la distinction fondamentale que l'industrie espère que vous ne fassiez pas. En gros, dans le fruit entier, le fructose est encapsulé dans une matrice de fibres qui ralentit massivement son absorption. Le pic de fructose dans le sang est faible et progressif. Et en plus, un fruit entier apporte des polyphénols, des vitamines, des minéraux et de l'eau. Et la dose de fructose d'une pomme est sans commune mesure avec celle d'une canette de soda. Le problème, c'est le fructose ajouté, isolé de toute matrice fibreuse dans les quantités industrielles. Donc non, oui, dans le fruit, il y a du fructose, mais ça ne s'assimile pas du tout de la même manière.
Par contre, le miel, le sirop d'érable, etc., même si ce sont des sources plus brutes, ça reste du sucre. Donc, on va les rendre au maximum marketing friendly pour vous en consommiez, mais ça reste du sucre. Donc, faites attention à comment vous le consommez et en quelle quantité. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette partie ou pas? Il nous reste une vérité et après, on va parler de prise de masse et de perte de masse grasse. Hyper important. Je crois pas. Je pense qu'on peut continuer. Ouf. Alors là, soyez attentifs, soyez au taquet parce que là, on rentre dans un univers beaucoup plus complexe. On va parler de microbiome. Alors déjà, je pense que potentiellement, c'est la première fois que vous entendez ce mot-là. On entend beaucoup microbiote, mais ce n'est pas la même chose. En gros, le microbiome, c'est l'organe invisible qui décide de votre composition corporelle. Alors, c'est ça qui était assez drôle. En gros, vous pensez que vous décidez tout seul des calories que vous absorbez. Hein. En réalité, vous partagez cette décision avec 38 000 milliards de bactéries qui vivent dans votre intestin. Et oui, si vous ne saviez pas, il y a du monde là-dedans. Et selon qui elles sont le même repas, et selon qui elles sont le même repas pour vous faire grossir ou non. En gros, c'est elles qui décident si elles vont vous faire grossir ou pas, en fonction de ce que vous allez ingérer. Ce que les gens croient, c'est que le microbiome, c'est pour la digestion et les ballonnements. Rien à voir avec la composition corporelle. En réalité, le microbiome intestinal agit comme un organe métabolique à part entière, pesant entre 1,5 et 2 kg et qui influence directement votre capacité à stocker de la graisse, la régulation de votre appétit, votre sensibilité à l'insuline et même vos envies alimentaires. Je vais vous donner une explication un peu plus scientifique. Je vais vous lire un peu les notes. Jeffrey Gordon, chercheur à l'université Washington à Saint-Louis, a réalisé une expérience devenue incontournable dans le domaine. En gros, il a pris des souris élevées en milieu stérile, sans aucune bactérie intestinale et qui ne grossissent pas, même avec un régime riche en graisse. Quand on leur transplantait le microbiome de souris obèses, elles stockaient massivement de la graisse, sans changer leur alimentation. Quand on leur transplantait le microbiome de souris maigres, elles restaient minces. Donc, en gros, qu'est-ce que ça signifie? Le même aliment mangé par deux personnes avec des microbiomes différents ne produit pas les mêmes calories absorbées ni les mêmes effets métaboliques. C'est bien pour ça que moi, je suis différent de toi, de toi, de toi et de toi. Les mécanismes concrets, ils sont là et vous les avez à l'écran. Premier mécanisme, c'est l'extraction calorique différentielle. En gros, certaines bactéries, notamment le Firmicutes, sont très efficaces pour extraire des calories des fibres et des aliments complexes. D'autres le sont beaucoup moins et les personnes obèses ont en général un ratio plus élevé. Leur microbiome extrait littéralement plus d'énergie du même repas. Deuxième chose, les acides gras à chaîne courte, A, G, C, C, comme vous voyez à l'écran. À l'écran. Quand vos bactéries fermentent des fibres, elles produisent des AGCC. Je vais vous passer les noms. Ces molécules sont anti-inflammatoires, améliorent la sensibilité à l'insuline et stimulent la sécrétion du GLP-1, c'est une hormone de satiété majeure, et régulent la production de graisse. Moins de fibres est égal moins d'AGCC est égal plus d'inflammation, moins de satiété, plus de stockage graisseux. Bon, j'espère que c'est un peu clair. Si ce n'est pas clair, vous allez pouvoir poser des questions. Enfin, le contrôle des envies via le nerf vague. En gros, le nerf vague, c'est le microbiome. Enfin, le microbiome, en gros, communique directement avec le cerveau via le nerf vague. C'est l'autoroute, en gros, entre l'intestin et le cerveau. Et des bactéries spécifiques peuvent littéralement générer des signaux qui créent des envies pour les aliments dont elles se nourrissent. Si vous avez un microbiome appauvri par le sucre et les ultra transformés, les bactéries qui s'en nourrissent vont envoyer des signaux pour que vous en mangiez encore plus. Donc, quand vous avez une envie irrésistible de sucre à 16 heures, c'est peut-être moins vous qui le décidez que vos bactéries intestinales qui appellent leur nourriture préférée. Donc, ce n'est pas toujours votre faute. Et les antibiotiques, on va en parler aussi. On en parle juste ici. Le saboteur silencieux.
En gros, une seule cure d'antibiotiques à large spectre peut détruire jusqu'à 30% de la diversité. Ça va? Ça marche toujours, hein? J'ai entendu un tédum. Ah oui, c'est bon. Oui, oui, c'est. Ok, très bien. Normalement, on aura terminé si tout se passe bien. En gros, je disais que les antibiotiques, donc une seule cure d'antibiotiques à large spectre peut détruire jusqu'à 30% de la diversité de votre microbiome. Et chez certaines personnes, cette diversité ne reconstitue jamais complètement. Donc, ce n'est pas une théorie, hein. Les éleveurs le savent depuis des années 1950. Pourquoi donne-t-on des antibiotiques aux animaux d'élevage? Ce n'est pas seulement pour prévenir les maladies, mais aussi parce que les antibiotiques font grossir les animaux plus vite en perturbant leur microbiome. Et du coup, c'est une pratique industrielle documentée. Si on donne des antibiotiques aux poulets pour les faire grossir plus vite et moins cher, que pensez-vous qu'il se passe dans votre corps après votre 4e cure d'amoxicilline? Ça, c'était une chose hyper importante. Le chercheur Tim Spector du King's College de Londres a fait participer son propre fils à une expérience. En gros, écoutez bien, son propre fils. 10 jours de régime fast-food exclusif. Résultat mesuré par analyse des selles, perte de 40% de la diversité bactérienne intestinale en 10 jours. Certaines espèces disparues n'étaient toujours pas revenues après plusieurs semaines de retour à une alimentation normale. Donc, en gros, je vais vous donner ce qu'il faut faire. Et c'est marqué juste ici. Alors, vous allez me dire, calme-toi, hein, déjà, parce que c'est pas simple. Déjà, je comprends rien de ce que tu me dis depuis tout à l'heure. Vous allez pouvoir me poser des questions, mais je vais quand même vous dire ce qu'il faut faire. Ce qui est recommandé d'après toutes les études, tout ce qui est sorti, et surtout beaucoup d'études de cas. Manger 30 plantes différentes par jour. Non, commencez pas à brouter de l'herbe comme des vaches. Je vais vous expliquer à quoi correspondent les plantes. En gros, les plantes, ça inclut légumes, fruits, légumineuses, noix, graines, herbes aromatiques, épices. Et donc, c'est le chiffre issu du projet American Gut Study. Ça a été fait par 10 000 participants qui corrèlent le plus avec une haute diversité du microbiome. Deuxième chose, privilégier les aliments fermentés. Kéfir, yaourt nature entier, kombucha, choucroute crue, kimchi, miso. Ces aliments apportent des bactéries vivantes et des substrats qui favorisent leur implantation. Dernière chose, les prébiotiques avant les probiotiques. Nourrir les bactéries que vous avez déjà est plus important qu'en avaler de nouvelles en gélules. Ail, oignons, poireaux, asperges, bananes légèrement vertes, avoine. Tout ça, c'est riche en inuline et FOS, en gros, et les carburants préférés des bonnes bactéries. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions? Je pense. Si vous n'avez pas de questions là, si vous êtes un peu. Alors, si vous n'avez pas de questions, soit vous n'avez pas de questions, vous n'avez rien compris et vous préférez pas rentrer là-dedans, soit vous n'avez pas de questions parce que vous en foutez littéralement, soit vous n'avez pas de questions, soit vous avez des questions. Pardon. Gab, t'es là? Ah, pardon, j'ai pas vu. Théo, le fameux Théo. Le canard. Écoute, ce live sera rediffusé, je ne vais pas rentrer dans ce débat. Oui, c'est un peu ça, ouais. On a les élèves qu'on virait de putain. Non, des questions un peu plus sérieuses là. Hein, vous n'avez pas de questions un peu plus sérieuses? Parce que c'est un concept hyper important. Ok. Je pense que pour les personnes qui étaient live aujourd'hui, je vous donnerai mon fichier avec toutes les notes. Pour ça, vous allez pouvoir aussi retrouver toutes les notes directement, les études, etc. Pour ça, vous allez pouvoir relire tout ça parce que c'est beaucoup d'informations. Beaucoup, beaucoup. Ok, s'il n'y a pas de questions, on passe du coup directement à la suite, la partie un peu plus pratique. Et du coup, on va parler de la prise de masse et la perte de masse grasse. Très rapidement. Pour la prise de masse, on va un concept qui s'appelle la résistance anabolique. La résistance anabolique est un phénomène bien documenté. Au-delà d'un certain niveau, au-delà d'un certain niveau d'adiposité, taux de masse grasse élevé, les cellules musculaires répondent moins efficacement aux stimuli nutritionnels et à l'entraînement. En gros, le tissu adipeux, graisse, n'est pas inerte. Il sécrète des molécules actives, les adipokines. Parmi elles, on va avoir la leptine, signal de satiété, pro-anabolique à dose normale, et aussi les cytokines pro-inflammatoires, comme les TNF, en excès chez les personnes en surpoids.
En gros, les cytokines inflammatoires interfèrent avec la voie de signalisation mTOR, le principal interrupteur de la synthèse protéique musculaire. En clair, plus vous avez de masse grasse, plus il vous est difficile de construire du muscle, même avec un entraînement optimal. C'est ça que vous devez retenir. Le surplus calorique idéal pour la prise de masse. Des études sur l'hypertrophie, notamment celle de Brad Schofield, suggèrent qu'un surplus de 200 à 300 calories par jour maximise le ratio muscle-graisse pris. Au-delà, le surplus va principalement, où ça à votre avis? Dans le tissu adipeux. Et la prise de masse sale, ce qu'on appelle dirty bulk en anglais, est inefficace sur le plan physiologique. Vous prenez du gras, vous augmentez l'inflammation et vous devez ensuite faire une sèche longue et musculairement coûteuse pour retrouver une belle silhouette. Donc le dirty bulk, c'est comme construire une maison en jetant des matériaux au hasard. Vous en gaspillez la moitié et vous devez ensuite tout retravailler. Dernière chose, la distribution des protéines, le facteur souvent oublié. La leucine est l'acide aminé déclencheur de la synthèse protéique musculaire. Il faut atteindre un seuil leucémique, environ 2,5 à 3 grammes de leucine par prise, pour activer la voie mTOR. Cela correspond à environ 30 à 40 grammes de protéines complètes par repas. Poulet, œufs, whey, poisson, etc. Donc, manger 150 grammes de protéines en 2 repas est moins efficace que les mêmes 150 répartis en 4-5 prises. Ah, vous ne saviez pas ça, hein? Ah, vous ne saviez pas là. Ah, vous pensez que ça avait les mêmes conséquences? Eh bien non, les études montrent que non. Est-ce qu'il y a des questions? Et après, il ne nous reste que la dernière partie, hein. Donc, vous pouvez poser les questions. Il ne nous reste que la partie sur la masse grasse, sur la perte de masse grasse. Il y en a qui sont en train de faire une prise de masse. Vous n'avez pas de questions là? Je ne comprends pas. Comment on rééquilibre? Ah, voilà, c'est ça. Comment on rééquilibre le microbiome? Alors, il y a quelques signaux déjà qui vont dire si ton microbiome déjà est en mauvais état. Premier, ballonnement fréquent, digestion lente ou irrégulière, fatigue inexpliquée après les repas, envie sucrée très intense et récurrente, mauvaise récupération, humeur instable. Tout ça font que potentiellement, tu as le microbiome qui est en mauvais état. Et pour une évaluation plus précise, mais c'est un peu plus coûteux, il existe des tests d'analyse de microbiome par séquence d'ANL fécale. Mais ça coûte entre 100 et 300 euros. Donc après, ça dépend si vraiment tu sens que tu es dans le mal. Pourquoi pas, hein, c'est pour ta santé, donc il ne faut pas hésiter. Donc ça, déjà, c'est important. Comment rééquilibrer ce microbiome? À partir de tous les éléments que j'ai dit avant. Déjà, savoir si ton microbiome est en mauvais état. Et à partir de là, première chose à faire, manger 30 plantes différentes, privilégier les aliments fermentés et essayer de prendre des prébiotiques si tu en as besoin. Voilà, c'est les 3 éléments que j'ai donnés juste avant. OK? J'espère que c'est clair, Jérôme. Pas de questions pour la prise de masse? C'est bon? All right, on passe à la perte de masse grasse. Ah, très clair, merci. Super, Jérôme. Tant mieux que ça soit clair. N'hésitez pas, hein, c'est des trucs hyper complexes, hein. Mais c'est tout le but de ce live. Si je vous disais encore des choses que vous connaissez, ça ne servait à rien. Dernière chose, la perte de gras, qu'on va appeler le cyclage intelligent. En gros, la linéarité entre nutrition en nutrition est l'un des plus grands freins à la progression. Quand vous réduisez les glucides de manière identique chaque jour, votre corps s'adapte en environ 2 à 4 semaines. 2 à 4 semaines, ça va dépendre des personnes, mais c'est assez court. Le métabolisme ralentit, le cortisol qui monte, la testostérone qui baisse, le NEAT qui évolue, le NEAT, vous savez ce que c'est maintenant, c'est la stagnation classique, hein, et c'est ce qui arrive à beaucoup de personnes. Pourquoi le cyclage fonctionnel? Le cyclage glucidique, ce qu'on appelle le carb cycling en anglais, exploite la flexibilité métabolique. C'est la capacité du corps à passer efficacement entre l'utilisation des glucides et celle des graisses comme carburant, en alternant des jours bas et des jours hauts en glucides. Donc les jours bas, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, les jours on et les jours off. Donc les jours bas, insuline basse, lipolyse favorisée, le corps tape dans les graisses. Les jours hauts, insuline monte, recharge du glycogène, préservation du muscle, maintien du métabolisme. L'adaptation à l'entraînement, c'est quoi? C'est que toutes les séances ne sont pas égales en termes de coût énergétique et de sollicitation du SNC, système nerveux central,
Une séance de squat lourd ou de leg press vide les réserves de glycogène des quadriceps, ischio-jambiers et fessiers. Les plus grands groupes musculaires du corps. Une séance de curl ou développé couché de dips sollicite beaucoup moins de masse musculaire totale. Donc, je vais vous donner un protocole simplifié. Veille d'une séance de jambes ou de séance full body. Faire une grosse recharge glucidique avec 150 à 200 grammes de glucides complexes minimum. Après, ça dépend de votre poids de corps. Jour de séance haut du corps. Glucides modérés, 80 à 120 grammes. Encore, ce sont des trucs de base. Ça dépend encore une fois de votre poids de corps. Et les jours de repos, glucides bas, 40 à 60 grammes. Uniquement légumes et quelques légumineuses. Donc, en gros, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il ne faut pas manger de la même manière tous les jours. Il faut adapter sa nutrition à votre vie en général et à vos jours d'entraînement et quel type d'entraînement. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? On arrive sur la fin. J'arrive à la conclusion juste après. C'est assez clair pour tout le monde, j'ai l'impression. En tout cas, j'espère. Théo, pas une question, mais juste pour dire que ça fonctionne. Ah, c'est ce que tu fais du coup, c'est ce que tu mets en place. Ah bah, tu parles. Alors, perso, ce que j'ai fait, ce que je fais maintenant, et je sens beaucoup mieux à l'entraînement et moins fatigué pendant les jours off. Exactement. Donc voilà, c'est quelque chose que tu as mis en place, adapter tes glucides, adapter tes proportions, etc. pour pouvoir, autour de tes entraînements et de tes jours on et de tes jours off, du coup, ça t'a aidé. Donc ça, c'est hyper important. Et il y a un cas concret avec Théo qui est juste ici. Donc, super. Tu ne serais pas un élève de Level Up Transform? Est-ce que des problèmes genre de cortisol, ça peut bloquer la perte de poids ou prise de masse? Oui, totalement. Ça peut bloquer. Et donc ça, il y a plein de choses à faire. Déjà, être sûr que c'est ça qui peut bloquer les choses, qui peut te bloquer. Mais avant de penser à ça, je pense qu'il faut d'abord repenser à son hygiène de vie générale. Hein, ça, c'est hyper important. Parfois, on met la faute aux hormones, mais c'est pas toujours les hormones. Il faut d'abord revoir comment est ton alimentation en général avant de te dire, OK, ça, c'est mes hormones qui me bloquent. Non, revois ton alimentation, remets les choses à jour dans ton corps et fais-le de la bonne manière en faisant bien les choses, en comptant tes calories pendant un certain temps pour comprendre ce que tu mets dans ton corps, savoir si tu es en déficit, en surplus ou quoi que ce soit. Et à partir de là, si tu vois que tout ce que tu mets en place sur plusieurs semaines ne fonctionne pas, à partir de là, il faudra potentiellement aller beaucoup plus loin. Et ça, il y a des nutritionnistes ou des diététiciens ou même parfois des psychologues qui peuvent t'aider à sortir de cette situation. Je te conseille d'aller voir la formation, elle est incroyable. Merci beaucoup Théo, j'irai faire un tour avec grand plaisir. On va passer à la conclusion. C'est top, et je vais réussir à tenir 1 heure, je n'y crois pas. En gros, la conclusion, c'est que la nutrition, c'est pas un tableau Excel. C'est un dialogue avec votre système hormonal. Votre corps n'est pas votre ennemi, c'est votre outil le plus précieux. Apprenez à lui parler le bon langage. Donc, la plupart des gens traitent leur alimentation comme une punition ou une récompense. Ils mangent mal parce qu'ils l'ont mérité après le sport. Ou ils se punissent de mal manger en faisant du cardio. Ce n'est pas une relation saine avec votre corps. Votre corps n'est pas votre ennemi, c'est votre outil le plus précieux. Apprenez à lui parler le bon langage, comme je viens de dire juste avant. Donc, les 5 points importants. Le cardio seul ne suffit pas. La composition corporelle se joue à table et sous les barres. Toutes les calories sont différentes. La forme de l'aliment compte autant que la quantité. Quand vous mangez, va compter. Ça, c'est hyper important. Vous l'avez compris aujourd'hui, on l'a vu. Adapté au rythme de votre corps et de vos séances et du type de séance. Le sucre recable votre cerveau. Le fructose court-circuite vos hormones de satiété. Éliminez le plus possible le sucre de votre alimentation. Et enfin, votre microbiome codécide. Nourrissez l'écosystème, le reste se régule. Voilà, j'espère que ce live vous a plu. Je vais arrêter le partage juste ici, si j'y arrive. Voilà. Hop.
J'espère que ce live vous a plu. Si vous avez des questions, vous pouvez m'en poser aussi. Là, de toute façon, je pense que ça va couper. Donc, vous pouvez me laisser un message. Et puis, bah, je vous dis à la fois prochaine. Et si vous avez des questions une prochaine fois, envoyez-moi un message privé. Ciao tout le monde. Prenez soin de vous. À très vite.